nous allons démarrer la série des symposiums. Et le premier symposium est consacré aux périodes charnières, aux périodes de transition. En effet, si le développement n'a pas d'âge, l'âge peut avoir un effet sur le développement en invitant des facteurs biologiques de risque. Alors c'est ce que nous allons voir avec les différents intervenants. Et nous allons commencer par l'adolescence, période mal informée, où se jouent des futurs psychiatriques dont certains sont peut-être évitables. C'est ce que nous allons voir avec notre premier intervenant, Boris Chaumette. Alors, Boris Chaumette est psychiatre au service hospitalo-universitaire de Sainte-Anne, à Paris, et il est chercheur au sein de l'équipe de physiopathologie des maladies psychiatriques, pilotée par la professeure Marie-Odile Krebs. C'est une équipe INSERM, et le titre de son intervention est « Période adolescente, les enjeux gènes, hormones, environnement dans le neurodéveloppement ». Voilà. Alors, Boris, vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, je suis très heureux d'être là, introduit par Madame Nadel, qui, je viens juste de lui dire, m'a enseigné il y a 20 ans, quand j'étais en Master 2. Et donc, c'était de l'année 2004-2005. Donc, ça fait 20 ans. Donc, merci beaucoup, parce que ça m'a quelque part guidé vers la voie du neurodéveloppement. Donc, la boucle est bouclée. Et je voulais aussi remercier Anouk, qui m'a gentiment invité. Alors, j'ai pris un coup de vieux, je dois dire, quand Anouk m'a invité, parce qu'elle m'a dit, Boris, on aimerait t'avoir pour une conférence senior. Je dis, oh là là. Habituellement, on m'a invité pour des conférences juniors, et là, je passe le cap, ça y est, je suis conférence senior. Bon, c'est comme ça. Ça permet d'avoir plus de temps pour vous parler. Alors, sur les diapositives qu'on va envoyer dans quelques minutes, mais je vais en profiter pour aller chercher peut-être le pointeur en même temps. Ça me permettra de vous montrer des choses. Je vous apprendrai pas grand-chose, je pense, en vous disant que l'autisme est une maladie extrêmement génétique. Et une des façons de mesurer le poids de la génétique, c'est le calcul, l'héritabilité. C'est pas forcément un bon calcul, mais c'est un calcul qui est classiquement utilisé. Et vous voyez qu'on estime l'héritabilité autour de 81%. C'est parmi les maladies génétiques, enfin les maladies les plus hautement génétiques dans l'humanité. Beaucoup plus que les maladies cardiovasculaires, que le cancer. Alors on dit toujours, si quelqu'un dans la famille a fait un infarctus du myocarde, eh ben ça veut dire qu'on est à risque, il faut potentiellement checker. Donc les cardiologues adorent calculer les risques, etc. Et l'autisme, c'est encore plus génétique que l'infarctus. L'infarctus, c'est autour de 30% d'héritabilité. Une autre façon de représenter ça, c'est d'étudier des jumeaux. Vous prenez des jumeaux monozygotes qui ont 100% de l'ADN en commun. Vous voyez que si l'un souffre d'autisme, l'autre a plus de la moitié de risque de souffrir également d'autisme. Ça veut dire qu'il y a quand même une part de non génétique, puisque sinon 100% de l'ADN en commun, on aurait 100% de risque partagé. Là, c'est 100%, 60%. Et puis si vous prenez des... Parce qu'on pourrait dire que c'est l'environnement aussi, ils sont éduqués dans la même façon, il y a la même chose. Mais si vous prenez des jumeaux dizygotes, cette fois des faux jumeaux, eux, ils ont que 50% de l'ADN en commun et vous voyez qu'ils n'ont pas le même risque. Pourtant, ils ont grandi dans la même famille. Donc, c'est pas pour sous-estimer le poids de l'environnement, mais c'est pour vous dire que la génétique est extrêmement importante dans la question du développement de l'autisme. Ça, c'est aujourd'hui, enfin, ça peut pas être nié, quelles que soient les études qu'on fait. Alors, quand on parle de génétique, juste quelques petits rappels. C'est un peu ce que je montre aux patients et je leur explique comme ça. Donc un être humain, je leur explique que c'est un empilage de cellules, comme des petits Legos. J'explique ça même aux enfants, ils comprennent très bien. On leur dit, vous avez des petites briques qui fabriquent le corps humain. Et puis à l'intérieur des briques, il y a des chromosomes. Et les chromosomes, ils sont formés d'ADN. L'ADN, ça vous l'avez probablement déjà vu, c'est une sorte de double hélice, comme ça, dans lequel il y a des successions de lettres. C, G, A, T. D'accord ? On les représente par des couleurs ici. Vous voyez qu'en face d'un A, il y a toujours un T, en face d'un C, il y a toujours un G, etc. Ça, c'est important pour la suite, parce que l'ADN, c'est 2 mètres, une molécule de 2 mètres de long à peu près, si on met bout à bout tous les chromosomes dans la cellule.
C'est 6,4 milliards de lettres. C'est beaucoup. Hein. Et donc l'enjeu va être d'aller déchiffrer cet ADN. Je ne sais pas si vous avez regardé, hier, il y a eu la remise des prix Nobel de physiologie et de médecine. Il y a eu le prix Nobel pour l'ARN, certains micro-ARN. C'est intéressant parce que les acides nucléiques, ADN, ARN, etc., génèrent beaucoup de prix Nobel. Donc si vous vous intéressez à l'ADN, vous avez peut-être plus de chances d'avoir un prix Nobel. C'est juste le point statistique. Il y a 25 000 gènes chez l'homme, et les gènes, c'est 2% de tout l'ADN. Donc les gènes, on ne les connaît pas tous, on connaît, on va dire à peu près la moitié, et donc on connaît 1% seulement de l'ADN. Donc on va très très peu finalement en dehors de ce qu'on connaît pour l'instant, et donc il y a beaucoup de choses qui restent encore à découvrir. Comment on fait aujourd'hui pour étudier l'ADN ? C'est une méthode maintenant qui est robuste, archi-répliquée, tout le monde fait ça, on fait quasiment plus que ça maintenant, on fait du séquençage de l'ADN. Les autres techniques avant, c'est du passé. Ce qu'on disait, c'est GHR, etc. Fini. Séquençage d'ADN. Je vous dis, c'est des successions de lettres, l'ADN. Donc là, T, G, T, C, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On utilise les propriétés de la biologie moléculaire, on utilise des enzymes qui vont fabriquer la lettre qui est en face. Je vous dis, en face d'un T, il y a toujours un A, en face d'un G, il y a toujours un C. Donc, on met un brin d'ADN et on utilise des enzymes qui fabriquent le brin complémentaire. Quand on fabrique le brin complémentaire, on a des lettres, des nucléotides qui sont fluorescentes. Et donc, chaque fois qu'on incorpore un nucléotide, on libère de la lumière. Donc, il y a un G, on fabrique un C, on libère couleur orange. On passe à la lettre d'après, on fabrique un A, couleur violette, etc. Et la machine capte la fluorescence. Et donc, aujourd'hui, on est capable, mais c'est rapide, hein, quelques heures, on est capable de lire l'ensemble de l'ADN d'un individu. Ce qu'on appelle le séquençage de génome. Et donc, on a la séquence complète. Le problème, c'est qu'il y a des milliards et des milliards de lettres. Donc, après, c'est un travail d'aller chercher par la bioinformatique ce qu'il va y avoir qui va être déterminant pour un individu, où vont être des mutations, par exemple. Donc, en fait, l'idée, c'est que on voit la botte de foin complète et on va aller chercher l'aiguille à l'intérieur pour trouver quel est le problème pour telle ou telle personne. C'est quand même de la routine aujourd'hui. C'est tellement de la routine qu'on a le plan France Médecine Génomique 2025 qui maintenant tourne bien, pour lequel on peut faire du séquençage pour des dizaines et des dizaines de maladies différentes. Cancer, problèmes neurologiques, problèmes cardiovasculaires, problèmes divers et variés, endocrinaux. Et, depuis à peu près 2 ans, on l'a aussi dans les troubles du spectre de l'autisme, ou les troubles précoces et sévères du neurodéveloppement, sans déficience intellectuelle. Il y a une forme pour la déficience intellectuelle, et puis il y a troubles du neurodéveloppement, vous voyez, alors de forme monogénique, parce qu'on va chercher des cas où il y a un seul gène qui est en cause. Ça veut dire que toute personne aujourd'hui qui a une déficience intellectuelle, elle peut être séquencée au titre de la déficience intellectuelle, et tous ceux qui ont un trouble du neurodéveloppement sans déficience intellectuelle, ils peuvent être séquencés dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est possible en France de séquencer toutes les personnes qui ont un trouble suffisamment sévère, évidemment, on ne va pas séquencer des gens qui vont bien, qui ont un trouble du neurodéveloppement. Je ne sais pas si vous saviez ça ou pas. Non, vous ne savez pas, personne ne sait ça. C'est surprenant parce que ça fait quand même 2 ans et on peut le faire, et c'est gratuit pour le patient et gratuit pour l'établissement qui le fait. C'est couvert par la solidarité nationale. Alors comment on fait ? Donc vous voyez les pilotes de ça, c'est l'équipe de Robert Debré. Donc les patients rentrent dans une consultation, il y a une réunion de concertation pluridisciplinaire, on se met d'accord, est-ce que ça vaut le coup ou pas pour ce patient-là de proposer le test. On fait la consultation, on fait les prélèvements chez la personne qui est venue, mais chez les 2 parents aussi, 2 parents biologiques. On fait le séquençage et après on voit si on trouve des mutations génétiques qui expliquent les troubles du neurodéveloppement. Ça, c'est la cartographie, j'ai retrouvé hier, de tous les centres où il peut y avoir des RCP. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces endroits-là où on peut le faire, parce que si par exemple quelqu'un consultait à Brest ou à Rouen, en fait, il viendrait le faire sur Paris. Nous, on le fait en téléconsultation. Hein. Ça m'est arrivé de le faire dernièrement pour des gens qui sont en Corse, d'aller proposer le test à distance. Donc, on peut, comme ça, sur l'ensemble du territoire national, faire ce type d'examen. Alors, je vous propose quelques cas cliniques, on va essayer de jouer ensemble. Donc là, vous voyez une femme de 20 ans, grossesse, accouchement sans particularité. Elle est qualifiée d'autisme sévère. On va encore s'entendre sur ce que c'est considéré sévère, mais en tout cas, elle a un problème, elle est non verbale. Un trouble du développement intellectuel, elle n'est pas dysmorphique quand on la voit, elle a juste une grande taille, un peu plus grande que ses parents. Et en fait, elle arrive aux urgences de Sainte-Anne parce qu'elle a des périodes d'agitation qui alternent avec des épisodes de lenteur. Et elle vient de Bourges, vous voyez, c'est quand même pas la porte à côté depuis Sainte-Anne.
Mais en fait, les parents sont tellement désespérés qu'ils disent en fait on tourne tout, on va à Paris. Donc c'est pas forcément une bonne idée parce qu'on aurait pu gérer à distance, mais ils sont là, on voit. Ça, cette patiente-là, est-ce que vous savez ce que ça peut être là déjà? Pour nous, c'est à peu près évident. Je vais vous donner des noms de syndromes, mais c'est évident pour nous parce qu'on les connaît, mais pas forcément pour le reste. Devant les autismes comme ça, avec des difficultés verbales dans l'enfance, pas trop de dysmorphie et des périodes comme ça à l'adolescence, pour nous, c'est un syndrome de Phelan-McDermid. Pourquoi? Parce que on sait que ça touche ici une partie du chromosome 22, la partie terminale. Soit il manque un bout du chromosome, c'est comme s'il y avait un livre, mais il manquait un chapitre. Soit il y a une mutation du gène qui s'appelle SHANK3 ici. Ça donne tous ces symptômes-là. C'est un syndrome connu. Donc le syndrome, le principe, c'est qu'il y a plusieurs organes qui sont touchés. Souvent, autisme avec des problèmes de langage et à l'adolescence, il y a des variations comme ça de comportement, avec des épisodes de catatonie. Ils sont des fois tout prostrés, ils mangent plus, ils parlent plus, ils sont tout raides. Et puis des moments, la catatonie va s'inverser, ça va devenir une catatonie agitée, ils vont partir en tous les sens, à essayer d'attraper tout ce qui passe à portée, à courir dans la maison, sans qu'il y ait de but réel. Cette patiente-là, elle avait ça, et elle est rentrée dans un des protocoles qu'on fait à l'hôpital Sainte-Anne, où on fait une stimulation électrique transcrânienne. C'est absolument indolore, hein. Vous mettez une petite électrode au niveau frontal, une électrode au niveau temporal, et vous envoyez un courant, mais qui est très faible, et ça, on ne sait pas trop ce que ça fait, mais ça stimule probablement une partie des neurones, ça inhibe d'autres. Et vous voyez ici les symptômes qui sont mesurés ici par une échelle qui s'appelle l'échelle de Bush-Francis, qui diminue. Alors c'est 4 patients différents à chaque fois, puis on a fait la moyenne ici. Vous voyez que ça diminue. Ce qui était très surprenant pour nous, c'est que les parents, ils nous disent oui, les symptômes s'améliorent, hein, ils sont plus du tout prostrés, ils sont plus du tout agités, mais ils s'améliorent aussi sur le langage, alors qu'ils avaient beaucoup de difficultés dans le langage qui préexistait. C'est pour vous dire que dans ce syndrome-là, on sait qu'à l'adolescence, il commence à y avoir des tableaux comme ça de catatonie fluctuante, d'agitation, de ralentissement, et qu'on peut le traiter. Et évidemment, l'enjeu, c'est de savoir rapidement quand c'est ça, parce que plus on va agir rapidement, meilleur va être le pronostic. Donc il faut, quand on est dans ce syndrome-là, se préparer, éventuellement presque faire une prévention, et se dire, tiens là, on va surveiller attentivement l'adolescence et on va intervenir. C'est une mutation génétique qui survient de novo, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les parents ne sont pas porteurs, ça apparaît ici au moment du recopiage de l'ADN des parents pour le donner aux enfants, et donc la personne ici, elle est porteuse, mais les autres, ils ne sont pas porteurs. Donc ça peut être une question aussi, ils peuvent dire, mais moi je voudrais des enfants, mais je ne veux pas qu'ils soient comme mon frère ou comme ma sœur, parce que c'est quand même très sévère. J'ai vu mes parents, c'était très compliqué pour eux. Ben, on peut les rassurer, puisqu'ils ne sont pas porteurs. Donc ils n'ont pas plus de risque que la population générale d'avoir un enfant autiste. Ils n'ont pas du tout de risque. Vous voyez que la génétique, elle ne veut pas dire déjà héritable, parce que là pour le coup c'est pas hérité, c'est de novo. Et vous voyez qu'en plus ça peut permettre de rassurer l'entourage. Parce que souvent, quand on fait des conférences de génétique, les gens disent « Oh là là, ça va être super déprimant, on va tous être atteints, ça va être terrible. » Non, au contraire, là, ce cas-là, il est extrêmement rassurant. Alors, deuxième cas, une femme, 24 ans, pas de problème dans l'accouchement et dans la grossesse. Elle développe une anorexie mentale à l'âge de 19 ans, avec des idées suicidaires et des scarifications. Elle n'a pas de problème tellement scolaire, elle est même en école d'ingénieur. Par contre, elle a un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme sans déficience. Et en fait, elle vient à l'hôpital parce qu'elle a une dépression qui est suffisamment résistante à plusieurs médicaments pour qu'on passe à un nouveau médicament qui s'appelle la S-kétamine, c'est de la kétamine intranasale. Ça marche pas mal, mais elle vient me voir en me disant moi je veux des enfants, je veux pas qu'ils soient comme moi, j'ai toujours été en difficulté dans ma vie, mais je voudrais vraiment un jour avoir des enfants. Bon, comme ça, trouble du spectre de l'autisme sans déficience, école d'ingénieur, on va dire entre guillemets juste une dépression, peu d'anorexie, on serait pas forcément parti avec l'idée de faire de la génétique. Mais elle insiste tellement sur le fait qu'elle veut des enfants que je me dis, bon, elle est ici dans la famille. Vous voyez, au-dessus, il n'y a pas de choses particulières, vraiment très, très évidentes. Je dis, bon, allons pour faire de la génétique. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une prémutation du syndrome, sur le syndrome, le locus du syndrome X fragile, l'FMR1. Et cette prémutation, donc, c'est une expansion de nucléotides. Vous avez à cet endroit-là, vous avez des lettres CGG qui se répètent. Alors, normalement, elles se répètent entre 45 et 55 fois. Ça, c'est la normale, à peu près, pour tout le monde. Et puis, des fois, ça s'étend, ça se met à bégayer au niveau de l'ADN. Et donc, on commence à augmenter le nombre de répétitions. Et puis, des fois, ça augmente tellement qu'en fait, le chromosome, il devient fragile, il se casse. C'est pour ça qu'on appelle le syndrome du X fragile. Et donc, elle est là. Elle est dans cette catégorie-là. Alors, la première chose, c'est que on explique les choses pour elle. Vous avez, madame, vous avez le FX-PAC, le problème lié à cette prémutation.
Donc on sait pourquoi vous avez cet autisme, on sait pourquoi vous avez cette dépression. C'est des tableaux des fois qui sont mal reconnus, ils sont d'ailleurs très discutés par les médecins qui n'y croient pas tellement à cette histoire-là. Et donc il y a de l'anxiété, de la dépression, de l'autisme, fatigue et douleur, maladie auto-immune. Vous voyez que ça peut facilement passer pour des problèmes de troubles de personnalité, mis de côté un peu en disant c'est cette femme-là, elle traîne tout le temps, elle se plaint, etc. C'est ce que disent les médecins. Hein. Et en fait, c'est une vraie condition génétique qui donne ça. Pourquoi c'est important de l'avoir dépisté pour elle ? Parce que en fait, comme ça peut bégayer à la génération d'après. Donc son enfant, surtout si c'est un garçon, il n'aura qu'un seul X, il ne compensera pas l'expansion de nucléotides. Donc lui, il aura un autisme sévère. Et puis surtout, ça donne une insuffisance ovarienne précoce. Donc elle, peut-être qu'à 25 ans, elle aura déjà plus beaucoup de follicules, elle aura plus beaucoup d'ovocytes. Donc qu'est-ce qu'elle a fait ? En partant de la consultation, elle a pris rendez-vous tout de suite chez un médecin de la reproduction pour aller congeler des ovocytes. Et en plus, elle pourra éventuellement trier les embryons pour implanter des garçons qui seraient non porteurs de l'anomalie génétique. C'est tout bénéfique pour elle. Et surtout, on arrête l'errance médicale, on arrête les investigations pour elle. Troisième cas, un cas clinique, un homme de 19 ans. À chaque fois, je vous montre des cas qui ont un intérêt à l'adolescence. Hein. C'est ça l'idée. Puisque la thématique, c'est sur la question de l'âge, de l'évolution. Donc 19 ans, accouchement difficile. Alors, quand vous dites ça, vous ne savez pas trop ce que ça veut dire, mais souvent, les médecins se disent, c'est l'accouchement, c'est le problème de l'accouchement, c'est pour ça qu'il y a un problème d'autisme derrière. On va voir que c'est pas si simple. Il a une tête qui est grande, une grande taille aussi. Et puis il a des difficultés scolaires avec plusieurs redoublements, mais il s'en sort, plus ou moins. Il arrive à passer dans les classes supérieures quand même. Il passe à chaque fois pour un enfant qui travaille pas bien. Enfin, voilà, bon, c'est comme ça. Il est pas comme ses frères et ses sœurs, par exemple. Et puis il vient nous voir parce qu'il a des hallucinations visuelles. Il voit un chevalier qui se balade dans la pièce, quand même. C'est un peu curieux en psychiatrie, parce que souvent les hallucinations sont plutôt auditives en psychiatrie. Voir quelque chose qui se promène comme ça, qui soit aussi construit, c'est un peu surprenant. Et là, il est très imaginatif. Le chevalier, il vient me punir de quelque chose, etc. On dit, c'est très bizarre comme tableau pour nous, psychiatres. Et donc, on fait un séquençage de génome avec les deux parents et lui, parce qu'on ne se contente pas de dire c'est l'accouchement difficile, c'est pour ça qu'il a des problèmes. On trouve une mutation dans un gène qui s'appelle le gène CHD8. Ce gène-là, il vient réguler la chromatine, donc l'ADN est enroulé. Et en fait, quand on enroule mal l'ADN, ça permet à des gènes de s'exprimer alors qu'ils ne devraient pas s'exprimer. Et ça permet une prolifération des neurones. Donc vous voyez là, par exemple, sur cette étude-là, quand on a le CHD8 qui marche bien, les cerveaux ils sont de taille normale dans la boîte de pétri, enfin dans le tube à essai. Et par contre, quand on fait une mutation de ce gène-là, les neurones ils ont tendance à augmenter, le nombre de neurones augmente, et donc le cerveau devient de plus grande taille. C'est exactement ce qu'il a, c'est pour ça qu'il a une macrocéphalie. C'est parce qu'en fait, le fait de supprimer des synapses, ce qu'on appelle l'élagage synaptique, vous savez qu'on apprend à l'adolescence en supprimant des synapses. Cet élagage synaptique, c'est mal fait. Et donc, du coup, il continue à avoir plein de neurones partout, et donc il a une grosse tête. C'est assez connu, et c'est suffisamment connu pour qu'on puisse lui dire, une mutation dans ce gène-là, on sait que c'est ça qui cause vos difficultés. Alors ça, je vous ai représenté ici ce qu'on appelle un Manhattan plot. On a tous les chromosomes ici, vous voyez, et ici, on a la force avec laquelle un gène est associé à l'autisme. Plus vous êtes tôt, plus le gène il est super associé à l'autisme. Vous voyez ici CHD8, là il est très connu. Vous en avez d'autres, ADNP, SYNGAP1, SCN2A, FOXP1, etc. Il y en a plein de gènes. La SHANK3, vous voyez celui la première patiente là, qui venait de Bourges, ici. CHD2, etc. Il y en a plein. Puis maintenant il y en a plein d'autres ici qui sont bien associés, mais il manque un tout petit peu de puissance dans cette étude-là pour les avoir. Maintenant c'est bon, parce que c'était 2020 l'étude, donc il y a 4 ans. Maintenant on a plein de gènes encore qui étaient ici, qui sont venus être significatifs. Donc on a beaucoup de gènes connus dans l'autisme. À chaque fois, ça représente une petite fraction des gens. Je sais pas, CHD8, c'est peut-être 50 personnes en France, 100 personnes en France. Mais c'est beaucoup associé. Et chaque gène, c'est comme ça. Mais si vous mettez tous les gènes côte à côte, ça explique un nombre important de cas. Ça, c'est une autre façon de représenter, c'est comment les gènes, ils sont tous à peu près dans les mêmes voies biologiques. C'est une étude qu'on a maintenant l'article est accepté, c'est de Claire Leblond dans l'équipe de Thomas Bourgeron, à laquelle j'ai contribué à l'étude. Et vous voyez toute la liste de tous les gènes ici. Le CHD8, il est là, par exemple, et puis il parle beaucoup avec un autre gène qui est KMT2A, et puis il parle beaucoup avec celui-là, etc. Ils travaillent ensemble, ces gènes-là. Et quand on fait des réseaux comme ça, vous voyez qu'il y a des couleurs bleues, c'est des gènes qui sont impliqués dans les synapses. Les synapses, c'est quoi ? C'est les connexions entre les neurones. C'est pas idiot de penser que l'autisme, quand même, il y a des problèmes en termes de connexion de neurones. Mais un deuxième point qui est intéressant, c'est qu'il y a des gènes qui sont ici en violet,
qui sont impliqués dans la chromatine. Chromatine, ce que je vous disais, c'est comment l'ADN s'ouvre et se referme pour exprimer des gènes. Donc en fait, c'est des gènes qui sont impliqués dans le développement des cellules. C'est logique, neurodéveloppement. Le neurodéveloppement, c'est lié à quoi? C'est lié au fait que les cellules, elles maturent, elles grandissent, elles se développent. Alors, tout ce que je vous raconte là, je vous ai dit, c'est des maladies rares. À chaque fois, c'est quelques patients. Et la question, c'est est-ce que ces maladies-là, il y a une personne qui la porte, et du coup, c'est un cas unique, c'est quelque chose, ou est-ce qu'il y a une deuxième personne qui a une deuxième maladie? Vous prenez ici, là, vous avez 15 patients avec autisme. Celui-là, par exemple, il a CHD8, celui-là, il a CHANQ3. Est-ce qu'il y a 3 personnes qui expliquent? Est-ce qu'il y a 4 personnes qui ont ça? Quand on met bout à bout toutes ces maladies rares, ça représente quoi comme proportion? Vous savez à peu près ou pas? Non? On le sait maintenant. Déficience intellectuelle, 50 à 60% de cas expliqués par des maladies rares. C'est-à-dire qu'une majorité des cas de personnes avec déficience intellectuelle, troubles du développement intellectuel comme on dit aujourd'hui, c'est des causes génétiques rares. Plus de la moitié. Autisme avec déficience, 1% de syndrome de X fragile, 7 à 8% de délétion de duplication, 15 à 20% de mutation. Tous ensemble, ça fait à peu près 30%. Ça fait un tiers des cas d'autisme avec déficience intellectuelle, ce sont des maladies rares génétiques qu'on connaît en 2024. Ce sera peut-être plus en 2025, 2026, parce qu'à chaque fois, on découvre des nouveaux gènes. Autisme sans déficience, 9% d'anomalies sur les premiers résultats du plan France Médecine Génomique, 9%. Ça veut dire que, on va dire à la louche, 10% des cas d'autisme type Asperger, comme on disait avant, ce sont des maladies rares génétiques attrapables en 2024. C'est énorme le rendement. Moi, je ne pensais pas que ce serait si grand. Je pensais qu'on serait à quelques pourcents. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y a un intérêt réel à faire ce séquençage. Le deuxième intérêt, c'est que il y a plein de leviers sur lesquels on peut agir une fois qu'on a diagnostiqué. En termes de stigmatisation, vous avez vu tout à l'heure, je vous disais, le jeune homme qui a une anomalie génétique, on avait longtemps mis ça sous le compte de l'accouchement. Imaginez la culpabilité pour les parents. L'accouchement s'est mal passé, c'est de notre faute, on n'a pas été à la hauteur, et puis en plus c'est le petit canard boiteux de la famille, il apprend pas comme les autres à l'école, etc. Vous relisez complètement les choses en disant, mais en fait il a une mutation génétique, donc peut-être que l'accouchement s'est passé comme il s'est passé, en plus il avait une grosse tête, donc ça on peut comprendre que ça a été compliqué au moment de l'accouchement, mais c'est pas de votre faute, monsieur, madame. C'est pas vous qui avez été des mauvais parents, c'est lui qui a une mutation génétique. C'est une personne qui a un handicap, et il a fait du mieux qu'il pouvait à l'école avec ce handicap. Ça change beaucoup de choses. Deuxième chose, conseil génétique. Ici, vous avez la maman, par exemple, qui est atteinte, le garçon qui est atteint, le frère et la sœur. Ici, ils peuvent se dire, mais nous, si on a des enfants, ça va se passer comment? Si j'ai pas le mécanisme génétique, je vais être obligé de leur dire, oui, l'autisme, c'est génétique, mais je sais pas ce que votre frère et votre maman, ils ont, donc je peux rien faire. Si j'ai l'anomalie génétique, je peux les conseiller. Je peux même intervenir pour éviter de transmettre l'anomalie génétique à la génération d'après. Prévenir les comorbidités. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est syndromique. La mutation CHANQ3, par exemple, ça donne des problèmes cardiaques, des problèmes hormonaux, des problèmes, etc. Si je sais la pathologie, la cause génétique de l'autisme, je peux prévenir. Il va falloir aller chez le cardiologue parce qu'il va falloir faire un check-up à ce moment-là, etc., etc. Donc, je replace la psychiatrie ou le neurodéveloppement dans le reste de la médecine. Et je fais dialoguer les spécialités pour prendre en charge le patient dans sa globalité. Extrêmement important. C'est ce que tout le monde veut, on parle de ça tout le temps, il faut mettre le patient au centre. Quand on a l'anomalie génétique, c'est plus facile. Et puis on peut développer des prises en charge spécifiques, là vous allez peut-être pas me croire, mais maintenant il y a des prises en charge spécifiques qu'on fait pour ces patients-là. Je vous montre un peu où on en est la recherche aujourd'hui, c'est un beau schéma. Aujourd'hui on fait du séquençage de génome, on trouve l'anomalie génétique, on modélise l'anomalie génétique dans des modèles de souris, dans des modèles de cellules, voire maintenant des organoïdes. On fait pousser comme des mini-cerveaux dans des tubes à essai. Donc on connaît, je vous ai montré tout à l'heure pour CHD8, un peu la taille du cerveau était différente dans les tubes à essai, etc. Et ensuite, on teste des médicaments. On fait de la médecine personnalisée. On dit, tiens, le patient a telle mutation. Dans les souris, je vois qu'il y a tel molécule qui marche bien. Dans les cultures cellulaires aussi, etc. Et donc, pourquoi pas aller faire un essai clinique. Regardez ici sur le syndrome du X fragile, ça c'est la liste des à peu près 20 essais qui ont eu lieu dans les 15 dernières années. Alors c'est pas tout à fait récent, en 2017 la dernière étude là, mais il y en a d'autres. C'est-à-dire quand on trouve une anomalie génétique, on permet à des patients d'accéder à des essais cliniques. Là pour l'instant les essais cliniques ils n'ont pas été très concluants, mais il y en a d'autres qui vont arriver. Encore et encore. Vous changez complètement de point de vue avec ça. Je vous donne un autre exemple, syndrome de Prader-Willi, c'est rare, une personne sur 25 000. Alors nous, comme on est en centre de référence, on en voit beaucoup, on en a plus d'une centaine dans le centre de référence.
Et donc, c'est des patients qui ont un gros problème déjà de neurodéveloppement, avec des moments des crises de colère, avec des problèmes parfois même psychotiques, c'est-à-dire avec des comportements liés à des hallucinations ou liés à des délires imaginatifs. Et puis, ils ont comme principale caractéristique d'avoir une hyperphagie, ils ne sentent pas la faim, donc ils mangent, ils prennent du poids. Les parents sont obligés de cadenasser les frigos à la maison tellement c'est compliqué. Et donc, ils ont plein d'autres problèmes aussi hormonaux. Donc, nous, ce qu'on fait face à un patient comme ça, là, classiquement, on mettrait un antipsychotique. Là, on évite antipsychotique parce que ça va leur faire prendre encore plus de poids. Ils ont un risque d'apnée du sommeil, donc on ne met pas de benzodiazépine. On évite ces traitements-là. Et puis, les endocrinologues, ils nous disent, bah oui, mais nous, pour les garçons, il faut leur mettre de la testostérone parce que sinon, ils vont pas bien se développer. Oui, mais si vous leur mettez de la testostérone avec déjà des problèmes de comportement, ça peut augmenter. Donc, on est en dialogue avec les endocrinologues à chaque fois. Et donc, on n'avait pas de bon traitement. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est ce qu'on appelle du repositionnement. Et on a utilisé une molécule qui s'appelle le topiramate. Et le repositionnement, c'est quoi ? Je sais que cette molécule, elle existe en médecine. Elle est utilisée pour traiter l'épilepsie. Mais je sais qu'elle a un effet où elle coupe l'appétit. Et par certains patients, elle calme l'agressivité. Elle calme l'impulsivité. Donc on se dit, on va détourner cette molécule. On va pas la mettre pour l'épilepsie, on va la mettre pour un autre type de symptômes. Dans le syndrome de Prader-Willi, il y a différents types d'anomalies génétiques. Il y a des délétions, donc il manque un bout de chromosome. Ou alors, il y a ce qu'on appelle des dysomies uniparentales. Ils ont hérité 2 fois du chromosome de la maman. Ils n'ont pas hérité du chromosome du papa. Ça pose un problème en termes de comportement quand on fait ça. Et donc, il y a des risques d'agressivité, d'anxiété, de psychose. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas les mêmes entre les 2 formes de maladie. Vous voyez, la dysomie, il y a beaucoup plus de psychose, beaucoup plus de dépression. Dermatillomanie, ils s'arrachent les cheveux, ils tournent tout le temps leurs poils et ils finissent par les arracher. Et donc, quand on met le topiramate chez ces patients-là, ceux qui répondent le mieux, c'est ceux qui ont la délétion. Et c'est ceux aussi pour lesquels ils tolèrent le mieux le médicament. Donc, au sein même du même syndrome, en fonction de l'anomalie génétique, on n'a pas les mêmes effets de la molécule. Oui, on est vraiment là dans de la médecine de précision. On se dit quelle est derrière la cause, le mécanisme, et quel va être le meilleur traitement pour ce patient-là. Autre exemple, le syndrome de Down, donc la trisomie 21, il y a 3 chromosomes 21. Et donc, à cause du fait qu'il y a 3 chromosomes 21, il y a une accumulation de peptides amyloïdes, peptides de l'amyloïde d'Alzheimer, parce qu'il y a 3 copies du gène APP, qui est sur le chromosome 21. Et donc, on disait, les patients, finalement, ils vieillissent plus tôt, ils ont des plaques amyloïdes, ils perdent leur capacité, et quand ils ont une trisomie 21, ils déclenchent un Alzheimer précoce, etc. C'est vrai, mais c'est vrai à 40, 45 ans. C'est pas vrai à 20 ans. À 20 ans, il y a des régressions qui surviennent et qui s'appellent le Down Syndrome Regression Disorder. C'est des patients qui n'arrivent plus à manger, qui n'arrivent plus à écrire, qui n'arrivent plus à parler parfois, comme ils étaient capables de le faire avant. C'est assez brutal en quelques jours. Ça, c'est pas maladie d'Alzheimer. Ça, c'est des phénomènes de dysrégulation immunitaire. Maintenant, comme on connaît ça, il y a eu des essais cliniques qui ont été faits aux États-Unis où on a mis des perfusions d'immunoglobulines et on voit l'amélioration des patients quand on met ça. Et si on arrête, évidemment, ils rechutent. Alors, on a fait une première patiente qui est venue chez nous à Sainte-Anne, fait en collaboration avec Robert Debré. Et donc, on a fait des perfusions d'immunoglobulines. Et chaque fois qu'on fait la perfusion d'immunoglobulines, son score s'améliore sur l'échelle. Donc, elle est de mieux en mieux à chaque fois. Et dès qu'on arrête les immunoglobulines, les symptômes reviennent. Les immunoglobulines, en fait, c'est une façon de traiter les problèmes immunitaires. Cette patiente-là, il faut imaginer qu'elle est venue en consultation, affolée. Il nous disait, docteur, c'est pas possible, elle mange plus, elle est complètement prostrée, la tête baissée. On fait les premières perfusions d'immunoglobulines. Il nous appelle en disant c'est un miracle, elle est en train de jouer dans le jardin avec ses frères, elle joue au ballon, elle mange, tout va bien, elle rigole, etc. Ça, si on ne connaît pas les mécanismes derrière physiopathologiques, on ne saura pas traiter. Et on ne traitera pas de la même façon si c'est une trisomie 21, si c'est une phélan-McDermid, etc. Alors les traitements du futur, ils existent aussi. Traitement par oligonucléotides antisens, ça c'est là-dessus que les collègues ont eu le prix Nobel. Enfin, c'est pas exactement ça, c'est les micro-ARN, mais ça c'est le dérivé un peu. C'est des petits bouts d'ARN qu'on injecte au patient et qui viennent se fixer sur un ARN messager et le dégrader. Donc imaginez que vous avez une mutation sur un gène. Le gène va produire un ARN messager avec la mutation. Et donc, vous venez avec ce système-là éteindre le gène qui est défectueux. Ça, c'est pas de la science-fiction, c'est des essais cliniques qui sont en cours. Il y en a un à Imagine, qui est à quelques stations de métro de chez nous, sur le syndrome d'Angelman, qui est une cause aussi d'autisme. Donc, il y a des essais aujourd'hui, là, en France, de ça. Il y en a aussi aux États-Unis pour d'autres maladies. Donc, on a des possibilités d'agir sur les anomalies génétiques. On est encore un peu là, je dois le dire, dans la période un peu grise
sur la psychiatrie et les troubles du neurodéveloppement où on traite de manière symptomatique. Le patient est anxieux, on met un antidépresseur. Il a des hallucinations, on met un antipsychotique. Avec la génétique, on rentre dans une période un peu plus colorée ici. Un peu plus colorée, et on commence à dire, tiens, tel patient va être éligible à un essai clinique parce qu'il a telle anomalie génétique. Celui-là, on a déjà des molécules qu'on peut repositionner, qu'on peut recycler. Ce patient-là, attention, lui, il va falloir prévenir des comorbidités. Et puis il y a des patients, on n'arrive pas encore à mettre de la couleur. Prévention des comorbidités, je vais vous donner un exemple qui est assez parlant, c'est la délétion 22q11. C'est quoi? C'est sur le chromosome 22, il y a une région sur le bras long qui s'appelle 11, une délétion à cet endroit-là, donc il manque un chapitre du livre. Et donc ils ont plein de problèmes divers et variés, et on sait les moments où les problèmes arrivent. Vous voyez ici par exemple, en cardiologie, ils ont des problèmes cardio assez jeunes, puisqu'ils ont des problèmes de ce qu'on appelle translocation des gros vaisseaux, donc des vaisseaux qui ne sont pas positionnés comme il faudrait. Ils ont des problèmes au niveau du voile du palais, des voiles de palais qui sont creux, voire il peut y avoir une fente. Donc ça, on sait à peu près le repérer, ça se repère assez vite dans l'enfance. Il y a des problèmes ORL, ça c'est plutôt la petite enfance. Puis vous voyez ici la psychiatrie là, pas trop besoin à la naissance. C'est pas normal de pas avoir besoin du psychiatre à la naissance, mais surtout plus on avance dans le temps, plus on a besoin du psychiatre, parce qu'il y a un effet retardé à l'adolescence de ça. Alors on connaît, les enfants ils se présentent comme ça, ils ont pour la moitié d'entre eux l'hyperactivité, de l'autisme, des problèmes d'anxiété qui vont persister, les problèmes d'anxiété vont persister. Et puis ici vous voyez arriver des nouveaux symptômes à l'adolescence qui sont des troubles psychotiques. Pour pas tous, à peu près 30-40% d'entre eux auront des problèmes psychotiques, des hallucinations, des éléments délirants, etc. Donc ça, on sait que à un moment, il va y avoir un problème à l'adolescence et il faut s'y préparer. Je vais passer vite fait. Ça questionne un tout petit peu nos classifications parce que aujourd'hui, on a, vous savez, le livre qui s'appelle le DSM-5, c'est la classification. On dit le F.2 c'est schizophrénie, le F.6 c'est trouble du neurodéveloppement, le F. je sais pas combien c'est ça. Donc on classe les gens en cases. Ce qui a son intérêt, ça veut dire que quand quelqu'un, par exemple Anouk m'envoie un patient, elle va me dire Boris il a une schizophrénie. D'accord, je me fais à peu près l'idée du patient. C'est très utile pour parler le même langage, mais ça n'a aucun sens biologiquement. Pourquoi? Parce qu'un patient il est jamais dans une seule case. Il peut y avoir de l'autisme et associé à la déficience intellectuelle. Il peut y avoir de l'autisme associé à l'hyperactivité. Il peut y avoir de l'autisme associé à la schizophrénie. Il peut y avoir une épilepsie associée à la schizophrénie. Donc on est très mauvais à mettre des gens dans des cases. Parce que les gens, ils sont tout le temps à l'interface de plusieurs cases. Pourquoi? Parce que les gènes n'ont pas lu notre manuel. Les gènes, ils s'en fichent de notre classification à nous. Les gènes, ils ont leur propre existence. Imaginez qu'il y a une anomalie génétique ici. En fonction du développement à l'adolescence, on va bifurquer vers des différentes voies. Et donc on va évoluer vers un autisme, vers une schizophrénie parfois à l'adolescence, vers une dépression, vers un trouble bipolaire, etc. Parce que, encore une fois, les gènes, ils se fichent de ce que nous on appelle schizophrénie, trouble bipolaire, dépression, etc. Ils ont leur propre existence, ils ont envoyé le cerveau dans une certaine trajectoire. Et notre objectif à nous, c'est de prévenir la chute des dominos. Il y a un premier domino qui est là, c'est l'anomalie génétique. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de renforcer les dominos d'après pour éviter que ça continue en cascade, éviter qu'il y ait un suraccident. On ne pourra pas éviter le premier accident. C'est dans la conception même de l'enfant. L'anomalie génétique, elle est au cœur des cellules. Ce qu'on va éviter, c'est que les choses, elles se répercutent à l'adolescence. Si vous regardez les âges d'apparition, donc autisme, on dit que 2 ans, mais en fait c'est dès la naissance, mais c'est à 2-3 ans qu'on commence à diagnostiquer. Hyperactivité, c'est à l'âge scolaire. Et puis vous voyez, après, les maladies psychiatriques, elles sont plus retardées ici. Pourquoi elles sont retardées? Elles ne sont pas présentes ici, on ne peut pas les voir. La schizophrénie, on ne la voit pas à 2 ans. Parce qu'en fait, il y a des temporalités de développement du cerveau. À l'adolescence, le cerveau il continue à maturer, il continue même après 20 ans. Parfois même après 30 ans, il y a encore des choses. Et la gage synaptique, les gaines de myéline, cette espèce d'isolant qui est autour des neurones qui permet que le courant il passe plus vite. Tout ça, ça continue à évoluer à l'âge adulte, jusqu'à à peu près 25-30 ans. Donc ça explique pourquoi, avec une même anomalie génétique, en fonction des âges, il y a une évolution différente. D'abord, c'est de l'autisme, et puis, pour certains, ça va basculer dans autre chose. Parce que le cerveau, il se développe d'une manière particulière. Vous voyez ici une autre façon de le voir. Là, vous avez, par exemple, un élagage des synapses. Donc, les synapses, c'est ces connexions entre les neurones. Donc, vous avez plein de connexions. C'est normal dans l'enfance. Et puis, à l'adolescence, vous supprimez des connexions. Comme ça que le cerveau fonctionne. Si vous ne supprimez pas les connexions, d'ailleurs, c'est très mauvais. Donc, on supprime des connexions. Mais entre quelqu'un qui a commencé sa trajectoire comme ça et quelqu'un qui a fait cette trajectoire-là, ici, il n'y a pas beaucoup de différence, mais ici, il y en a énormément.
Et donc le cerveau, quand il a pris une trajectoire, si on n'essaye pas d'inverser un peu la trajectoire ou de corriger la trajectoire, à l'adolescence, ça s'amplifie. Ça donne d'autres problèmes. Pourquoi il y a ça ? Parce que les gènes, ils ont une temporalité d'expression qui est variable au cours de la vie. Ça c'est aussi dans la même revue qu'on a publiée avec l'équipe de Thomas Bourgeron. Vous avez 3 groupes ici de gènes. Vous avez les gènes qui sont très très forts dans l'enfance, et puis leur expression diminue à l'adolescence. Ils sont moins importants. C'est quoi ces gènes-là ? C'est beaucoup de gènes qui sont impliqués dans la chromatine, justement le développement des cellules. Comment les cellules se développent. Ça c'est logique, c'est plutôt quand on est petit que les cellules se développent. Après, les neurones ils sont assez fixés quand même. On peut avoir des connexions qui se modifient, mais les neurones ils se multiplient plus. Vous avez à l'inverse des gènes qui sont faiblement exprimés dans l'enfance, puis qui vont s'exprimer beaucoup à l'âge adulte. Ça, c'est important, parce que c'est ceux-là, les gènes qui sont très importants pour la psychiatrie. Puis vous avez des gènes qui sont constants au cours du temps. Bon, ceux-là, ils sont constants, ils servent tout le temps. Regardez cette histoire-là, c'est intéressant. Il y a des mutations dans les gènes du glutamate. Il y a les gènes GRIN2B et GRIN2A. Ils marchent ensemble, ces gènes-là. Il faut qu'il y ait les deux pour faire des connexions chimiques entre les neurones, c'est autour du glutamate. Vous avez besoin... Alors, il y a GRIN1 ici, les trucs en jaune-vert, là. Et puis, il y a le bleu, là, c'est GRIN B, et puis le rouge, GRIN-A. Si vous avez des mutations de GRIN-B, ici, ça donne de l'autisme. Si vous avez des mutations de GRIN-A, ça donne de la schizophrénie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gènes ne s'expriment pas pareil. Au début, quand vous êtes dans l'enfance, vous avez besoin, ici, vous avez besoin de GRIN-2B. Puis, à l'adolescence, ça s'inverse. Vous avez besoin de GRIN-2A. Donc c'est ça va coder pour la même sous-unité, enfin sur le même récepteur glutamatergique, mais il y a un moment où il y a un shift. On a besoin de plutôt de GRIN2B dans l'enfance, donc si j'ai des mutations dedans, c'est de l'autisme. Puis après ça s'inverse, j'ai besoin de plus de GRIN2A à l'adolescence, et si j'ai des mutations, ça donne de la schizophrénie. Mais c'est la même structure derrière. Donc voilà, les neurones ils se développent, c'est pas toujours la même temporalité dans l'enfance, vous avez différents types de cellules qui maturent à différents âges, etc. Donc si vous avez des mutations de certains gènes, vous avez plutôt telle ou telle chose à tel ou tel âge. Et puis, ça passe la même sensibilité à l'environnement. On sait qu'il y a des fenêtres de vulnérabilité. Par exemple, il y a une fenêtre de vulnérabilité sur le cannabis. Fumer du cannabis à 40 ans, je ne vais pas vous dire que c'est bien. Je ne ferais pas mon rôle de médecin si je vous disais ça. Mais c'est moins grave que de fumer à 15 ans. Pourquoi ? Parce que les neurones, ils sont pas encore complètement matures à 15 ans. Et donc, si vous dérégulez le fonctionnement des neurones à 15 ans, il y a des choses qui vont se jouer pour le reste de la vie. Ça, c'est une étude qu'on a fait dans le laboratoire. On a pris des rats et on leur a injecté, alors pas du cannabis directement, mais un produit qui ressemble au cannabis. Et c'est un agoniste TB1. Et en fait, on a vu la maturation du cerveau. Donc ça, il y a des effets sur le comportement plus tard dans la vie, à l'âge adulte. Mais il y a des modifications aussi de la méthylation de l'ADN. C'est quoi ? C'est les mécanismes épigénétiques. Donc quand vous avez fait des injections ici et que vous prenez le cerveau ici, vous voyez encore la trace du cannabis qui est venu modifier l'expression de certains gènes. Et plein de gènes, ceux qui sont là sont hyperméthylés, et ceux-là sont hypométhylés. Donc il y a beaucoup de modifications cérébrales liées au cannabis, qui sont fixes. Je n'ai pas dit qu'elles étaient irréversibles, j'ai dit qu'elles sont fixées. Ce qu'on a fait à l'adolescence garde une trace à l'âge adulte, dans le cerveau. Donc vous comprenez bien que quelqu'un qui a déjà une trajectoire qui n'est pas très bonne, à cause d'une particularité génétique, le cerveau, à l'adolescence, va maturer sous le poids de l'hormone, de plein de choses, juste de l'expression des gènes qui va être différente à cet âge-là. Et maintenant, vous changez encore plus la trajectoire en rajoutant du cannabis. C'est une catastrophe. Vous allez dans le mur. C'est pour ça qu'il faut absolument expliquer ça aux patients, aux enfants, mais aussi aux adultes, en leur disant, attention, faisons de la prévention. Faisons de la prévention sur le développement. C'est-à-dire qu'il y a déjà un premier accident qui est arrivé, on n'y peut rien, c'est comme ça, il y a une trajectoire neurodéveloppementale qui est particulière. On va tout faire pour corriger avec tout ce qu'on peut d'accompagnement scolaire, de stimulation, de kiné, d'orthophonie, de psychomotricité, etc. On va suivre les symptômes. S'il y a des symptômes qui arrivent à l'adolescence, on va vite aller consulter parce qu'on sait qu'il y a un risque d'émergence de quelque chose. Et plus on consultera vite, plus on mettra en place des traitements vite, meilleure sera la suite. Et en plus, on va faire de la prévention, notamment sur les drogues. Parce que si quelqu'un qui est déjà parti dans une certaine trajectoire consomme des drogues qui sont à risque d'évolution défavorable, on va rajouter encore un autre phénomène, on va avoir un suraccident. Alors voilà, ça c'est un schéma qui résume, qui est publié en 2010, c'est vieux. Il y a 15 ans qu'on a ce modèle-là en tête, c'est des collègues anglais qui ont fait ça. Donc là, vous avez des variations génétiques ici. Et puis ensuite, en fonction de plein de choses, d'aléas,
Il peut y avoir une part de hasard là-dedans. Le hasard, c'est quand on ne sait pas ce que c'est biologiquement. Vous savez, c'est qu'on n'a pas expliqué scientifiquement les choses. C'est ça le hasard. Et vous avez des trajectoires qui sont prises, vous avez des modifications des réseaux de neurones. Et puis vous allez, tac, tac, de proche en proche, comme ça, donner soit des déficiences intellectuelles aussi de la schizophrénie, soit des maladies plutôt, on va dire, affectives. Donc tout ça, c'est une sorte de continuum dans lequel les trajectoires, elles ne sont pas complètement prédéterminées. La génétique, elle est là, elle joue un rôle important. Et puis vous avez ensuite une sorte d'évolution qui peut être plus ou moins favorable. Ça, c'est un autre schéma que j'ai pris qui est plus récent, en 2020. Vraiment, il y a ces questions de temporalité. Et puis, dans cette temporalité d'évolution du cerveau, il y a plein de choses à intégrer. Il y a la génétique, il y a l'environnement, il y a l'épigénétique, il y a les hormones, il y a plein de choses. Et donc, on arrive avec des grands jeux de données comme ça. Alors ça, c'est la génétique, ça va être la répartition des types cellulaires, ça va être des matrices, un peu d'exposition à l'environnement, etc. Donc tout ça, il faut l'intégrer. On est loin d'arriver à faire tout ça pour l'instant, mais il faut l'intégrer dans le temps, dans la dimension de temporalité. On sait aujourd'hui que les troubles du neurodéveloppement, ils ne sont pas figés, ils continuent à évoluer. Alors, si j'ai encore quelques minutes pour la transition de l'enfance à l'âge adulte, c'est une période de vulnérabilité pour les troubles du neurodéveloppement, ça c'est une évidence, on sait que c'est une période critique. Et dans le même temps où c'est une période critique, vous basculez de ce bel hôpital pédiatrique tout blanc, tout beau, le pédiatre il accompagne les parents, les enfants et à une unité professionnelle, à cet hôpital tout moche, tout noir, tout stressant pour les enfants, où les professionnels sont dans des spécialités complètement différentes et ne se parlent pas, le cardiologue ne parle pas au psychiatre, qui ne parle pas au néphrologue, qui parle voilà. Et vous mettez des enfants qui sont à risque de développer quelque chose dans une espèce de transition là entre un hôpital tout beau et un hôpital qui fait peur. Et en plus, vous leur donnez plein de tâches à l'adolescence. Vous leur demandez d'être un peu plus autonome des parents, vous leur dites qu'il va falloir gérer des amitiés, qu'il va falloir faire attention à la contraception, attention aux réseaux sociaux, qu'il va falloir qu'ils commencent à trouver une formation supérieure ou un emploi, avec des sigles qui parlent qu'à nous, ESAT, RQTH, CAT, voilà, je ne comprends rien à ça, surtout les enfants. Recherche de formation ou d'emploi, avoir un logement, trouver une structure d'accueil, accéder à la citoyenneté, c'est important, ils ont le droit de voter. Demander des aides sociales, MDPH, AH, vous voyez les sigles, PCH, accompagnement adapté, SAVS, SAMSA, personne ne comprend rien à tout ça, mais bon, on leur donne tout ça à faire, on leur mettra une mesure de protection. Donc vous voyez tout ce qu'on demande aux enfants à l'adolescence, des tonnes de choses, en plus, qui viennent complètement les stresser là-dessus. Alors on a fait un programme de psychoéducation pour essayer de les aider à se repérer dans ce parcours-là, essayer d'acquérir de l'autonomie à l'adolescence. Et vous voyez que quand on les accompagne avec des séances de psychoéducation, on accompagne les parents d'un côté et les enfants de l'autre, on les met dans des pièces séparées. Vous voyez que ça améliore le fonctionnement familial, le coping, c'est-à-dire la façon de gérer le stress, l'anxiété, la dépression, les capacités d'auto-évaluation, savoir ce qu'on a comme problème, et puis savoir à qui parler de ses symptômes, savoir faire des choses seules, etc., etc. Donc il y a des programmes qui vont se développer. Ce programme-là, il s'appelle PSYRA, il est mis en place chez nous, pour essayer d'accompagner les enfants vers l'autonomie à l'adolescence. Il va falloir renforcer ce maillage, parce que sinon ça va exploser. On sait qu'à l'adolescence, c'est une période de vulnérabilité, alors c'est là qu'il faut mettre tout le paquet. Mais c'est là, au moment où il faut mettre tout le paquet, que les professionnels lâchent la main de l'enfant. Alors, dans cette image d'évolution du neurodéveloppement, là j'emprunte une phrase à Catherine Barthélémy qui dit toujours « le neurodéveloppement vie entière ». Oui, parce qu'en fait, si on s'intéresse que là, on manque toutes les autres étapes ici. Qu'est-ce qu'il va y avoir pour nous aider ? Il y a 2 grands projets phares sur lesquels moi j'ai le plaisir de participer. Il y a l'Institut Robert Debré du cerveau de l'enfant, qui est en train de se constituer, où justement il va y avoir un effort particulier mis là-dessus. Et puis il y a de l'autre côté le PEPR ProPsy, qui est un projet de 80 millions d'euros qui est financé dans le cadre de France 2030. Et l'idée, c'est de faire dialoguer ça. C'est pas si simple, parce que les psychiatres d'adultes ici, ils parlent pas tellement aux pédopsychiatres ici. Alors déjà, si on arrive à aligner un peu les données qu'on va collecter dans les 2 entités, ça va être intéressant, parce que là, on va pouvoir faire au moins la question de la passage de l'enfance à l'âge adulte. Le vieillissement, je laisse ça à d'autres collègues. J'ai vu que le collègue Dr Mio allait intervenir cet après-midi, ou demain, je ne sais plus, sur ces questions-là. Donc, au moins, si on arrive à renforcer cette transition enfant-adulte, là, c'est quelque chose de crucial. Voilà ce que je voulais vous dire un peu pour essayer de vous donner une belle image quand même de l'adolescence, qui n'est pas qu'une période de risque, mais qui est une période aussi d'opportunité. Je voudrais dire merci à Boris pour cette magistrale démonstration de l'intérêt d'une psychiatrie de précision, pour ces analyses extrêmement fouillées sur le plan moléculaire et pour ces magnifiques diapos
Nous aurons le temps de discuter tout à l'heure au niveau de la discussion générale en fin de matinée. Merci vraiment beaucoup.